J'étais trop occupée à réparer les erreurs des autres pour écouter mon propre mari. Ces mots ont résonné à travers la salle de réception, parfaitement clairs grâce à la sonorisation. Ma sœur, Chelsea, se tenait là, dans sa robe de mariée en soie sur mesure. Sous la lumière chaude des projecteurs, elle tenait un micro d'une main, et ma lettre de divorce privée de l'autre. Le crépitement sec du papier épais, frôlant le micro, fut amplifié par les enceintes. Ce bruit a brisé le silence absolu des 200 invités présents. Le parfum des lys blancs, émanant des immenses centres de table, est soudain devenu étouffant. C'était une odeur bien trop douce et entêtante, surtout pour une pièce où tout le monde avait cessé de respirer. Sous la table, le coin rigide d'une épaisse enveloppe s'enfonçait durement dans la paume de ma main. Le bord me cisaillait la peau, mais j'ai accueilli cette douleur avec soulagement, elle me permettait de garder les pieds sur terre. J'avais 38 ans. Jusqu'à tout récemment, j'occupais le poste de directrice des opérations pour notre entreprise familiale, basée à Paris. J'avais passé toute ma carrière à organiser des événements parfaits, sans le moindre défaut, pour une clientèle de la haute société. Mon rôle était de régler les pires désastres en coulisses, avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Mais en ce mois d'octobre, j'étais simplement assise à la réception de mariage de ma jeune sœur. Et je la regardais transformer l'échec le plus humiliant de ma vie en un véritable spectacle pour la soirée. Chelsea a lu un autre paragraphe concernant ma distance émotionnelle, et chaque mot qu'elle prononçait était d'une justesse absolue. J'avais écrit ces phrases exactes à mon ex-mari, lors de notre ultime séance de médiation. C'était précisément pour cette raison que je ne pouvais pas simplement me lever, et hurler que cette lettre était un faux. Notre mère, Barbara, fixait intensément son assiette à dessert, les lèvres pincées en une ligne fine. À ses côtés, notre père restait figé dans son smoking. Il était visiblement terrifié à l'idée d'un scandale public, mais totalement incapable d'arrêter sa fille préférée. À la table voisine, quelques invités ont levé leur téléphone pour filmer la scène, leurs écrans brillant dans la pénombre de la salle. La mariée a marqué une pause pour tourner la page, et les lumières de la scène ont accroché le bord inférieur du papier. Chelsea en avait replié le coin, pressant fermement son pouce sur le bas de page. Cependant, en changeant de prise pour rapprocher le micro de sa bouche, j'ai aperçu les mots imprimés qu'elle tentait si désespérément de cacher, page 4 sur 5. Elle ne lisait pas ma lettre originale. Ma sœur avait apporté une copie imprimée, et elle en avait délibérément retiré la toute dernière page. Cette prise de conscience m'a frappée avec une clarté absolue, balayant mon choc initial. Ce n'était pas un discours improvisé, ni l'œuvre de l'alcool. Chelsea avait minutieusement calculé cette attaque. Elle savait que je possédais la dernière page. Elle avait donc décidé de frapper la première, en me faisant passer pour une sœur folle et jalouse, bien avant que je ne puisse adresser la parole à son marié. J'ai reculé ma chaise et je me suis levée. Les lourds pieds en bois ont grincé bruyamment sur le parquet de la salle de bal. Je n'ai pas couru vers l'estrade, et je n'ai pas non plus essayé de lui arracher le micro des mains. Je suis simplement restée à ma place, et j'ai parlé d'une voix suffisamment forte pour que les premières tables m'entendent. « Pourquoi n'as-tu pas lu la dernière page, Chelsea ?» ai-je demandé. Son sourire radieux, si bien répété, s'est figé instantanément. La mariée a baissé le micro d'une simple fraction de millimètre. Ses yeux ont fusé vers nos parents pendant une fraction de seconde, avant de se braquer à nouveau sur moi. « Parce que ça ne change rien, Megan, a-t-elle cinglé. Mes mains étaient glacées, mais ma voix est restée parfaitement stable. Je savais exactement ce que contenait cette page manquante, et je savais tout aussi bien pourquoi ma sœur en était terrifiée. J'ai sorti la lettre originale de 5 pages de mon sac à main. Puis, j'ai marché droit devant moi, dépassant la table d'honneur, pour me diriger vers le marié. Aaron m'a regardé approcher, l'air confus et très mal à l'aise dans son costume sur mesure. Il avait passé la dernière heure à célébrer l'événement, totalement inconscient du piège que sa propre mariée lui avait tendu. « Lis le dernier paragraphe, lui ai-je dit, en lui tendant le lourd document. » Aaron a jeté un coup d'œil à sa femme, puis a baissé les yeux vers le papier. Je me suis penchée en avant, et j'ai pointé du doigt ma propre signature, au bas de la page 5. Ensuite,
j'ai désigné le rapport formel, joint par mon avocate, Maître Dana. Ce texte détaillait une expertise informatique complète. Et surtout, il reliait les faux profils d'infidélité, ceux qui avaient détruit mon mariage, à un graphiste freelance. Le document prouvait que ce freelance avait été embauché directement par Chelsea. Plus important encore, il démontrait que l'acompte initial avait été payé depuis un appareil enregistré au nom d'Aaron Blake, en utilisant une carte bancaire se terminant par 4 chiffres bien précis. Aaron a lu ces lignes lentement. Il a cligné des yeux, les a relus une seconde fois, et j'ai vu son regard s'écarquiller au fur et à mesure que la réalité le frappait. Il venait de reconnaître le nom de son propre ordinateur portable. Il venait d'identifier les 4 derniers chiffres de sa carte de crédit professionnelle. Le marié s'est tourné lentement vers sa femme. La confusion sur son visage était en train de se durcir, pour se transformer en quelque chose de beaucoup plus vif, quelque chose de dangereux. « Est-ce que c'est vrai ?» a demandé Aaron. Sa voix était basse, mais elle a résonné à travers la piste de danse silencieuse. La mariée ne lui a pas répondu directement. Chelsea a pointé un doigt manucuré dans ma direction, le visage cramoisi. « Elle ment !» a crié Chelsea, la voix montant dans les aigus, frôlant l'hystérie. « Tu sais très bien qu'elle ment. Tu étais au courant de cette campagne de test depuis le tout début, Aaron. C'est toi qui m'as donné la permission. » Mon père s'est finalement levé. Il a levé les mains en l'air, suppliant tout le monde de garder son calme et de se rappeler où il se trouvait. La salle a soudain éclaté en murmures discrets mais frénétiques. Chelsea a donc essayé d'utiliser ce bruit soudain à son avantage. Elle s'est approchée d'Aaron, envahissant son espace personnel. Elle a déclaré, haut et fort, que je n'étais qu'une femme amère et jalouse. Selon elle, je cherchais simplement à gâcher son jour parfait, tout cela parce que mon propre mari m'avait quittée. Ma sœur s'est agrippée à son bras, ses phalanges blanchissant contre le tissu sombre de sa veste. « Dis-lui que tu étais au courant », a exigé Chelsea. Aaron a fixé la main de sa femme pendant une seconde, puis s'est dégagé d'un coup sec. Il a fait un pas délibéré en arrière, mettant ainsi une véritable distance physique entre lui et sa mariée. « Je ne sais même pas de quoi tu parles », a répondu Aaron. Les mots d'Aaron sont restés suspendus dans la salle de réception. Planté là, au milieu de ce silence, j'écoutais l'homme qu'elle devait épouser nier toute implication dans ses combines. À cet instant, je me suis souvenu d'une époque, pas si lointaine, où les gens nous appelaient, ma sœur et moi, l'équipe parfaite. 20 mois avant ce mariage désastreux, notre agence, Foster House Events, fonctionnait selon une division du travail très simple. Nos parents avaient fondé l'entreprise, mais c'était nous qui la dirigions. Chelsea concevait les expériences. Elle sélectionnait les châteaux historiques, choisissait les palettes de couleurs sur mesure, et charmait les clients prestigieux pour les pousser à dépenser le double de leur budget initial. Moi, je m'occupais de tout le reste. Je tenais les rênes, je gérais la comptabilité, et j'avais le dernier mot sur tous les contrats des prestataires. Sur le papier, cela fonctionnait à merveille, mais l'équilibre du pouvoir penchait toujours en ma faveur. Chelsea créait la lumière, et moi, je contrôlais l'électricité. En février de l'année précédente, nous nous étions réunis dans la salle de conférence principale. Chelsea se tenait en bout de table, devant le bois d'acajou, et projetait une présentation digne d'un magazine de mariage sur papier glacé. Elle défendait un projet d'expansion massive pour l'entreprise. Son idée était d'ouvrir 3 nouvelles succursales, dans 3 villes différentes comme Lyon, Bordeaux et Cannes, le tout en l'espace de 12 mois. Depuis son siège, notre mère rayonnait de fierté. Elle hochait la tête en écoutant ce discours inspirant, axé sur la conquête du marché des destinations de luxe. La présentation était visuellement superbe, et toutes les personnes présentes semblaient totalement captivées. Mais, en baissant les yeux sur les dossiers financiers imprimés qu'elle avait distribués, une petite sonnette d'alarme s'est déclenchée dans ma tête. Les chiffres n'avaient aucun sens. Les revenus projetés pour le premier trimestre étaient astronomiques, tandis que les coûts de main-d'œuvre estimés, pour 3 toutes nouvelles équipes, étaient suspectement bas. Il y avait également une énorme ligne budgétaire, sobrement intitulée « Commission de garantie prestataire », qui ne comportait absolument aucun détail sur la nature de ces paiements.
Au lieu d'attendre la pause café pour interroger ma sœur sur ses incohérences, j'ai ouvert mon ordinateur portable, directement sur la table de réunion. En me connectant au réseau de l'entreprise, j'ai affiché le fichier tableur original du projet. Le fichier conservait un historique détaillé des versions. En parcourant les modifications, j'ai découvert exactement ce que je cherchais, et c'était bien pire qu'une simple erreur de calcul. Quelqu'un avait manuellement gonflé les projections de revenus, et réduit drastiquement les estimations de salaire. Et ce, 2 jours seulement après que notre service comptable eut validé la version initiale. C'est là que j'ai commis une erreur fatale. J'avais absolument raison concernant ces données corrompues, mais je me suis servi de mon bon droit comme d'une arme contondante. Le risque d'endettement était bien trop élevé pour repousser la discussion. Je n'ai donc pas attendu un moment en tête-à-tête pour lui demander pourquoi les chiffres avaient été modifiés. J'ai mis le sujet sur la table immédiatement, pointant du doigt les anomalies devant nos parents, le président indépendant du conseil d'administration, et notre directeur financier. L'atmosphère dans la salle de conférence s'est soudainement alourdie. Chelsea a cessé de faire défiler ses diapositives. Ses épaules se sont raidies sous sa veste de tailleur, alors qu'elle plantait son regard dans le mien. « Tu ne fais jamais confiance à ma vision, Megan », a lancé Chelsea, la voix tremblant à peine. J'aurais dû m'arrêter là, ou au moins suggérer de revoir les calculs ensemble après le déjeuner. Au lieu de cela, j'ai porté le coup de grâce. J'ai confiance en ton talent, Chelsea, ai-je répondu, en gardant une voix parfaitement posée. Mais je ne fais pas confiance à ton jugement, surtout lorsqu'il s'agit d'un tel niveau d'endettement. Ces mots sont tombés comme des briques sur la table en verre. Notre président indépendant s'est raclé la gorge et a refermé son dossier, tandis que notre directeur financier a soudainement trouvé ses propres chaussures incroyablement fascinantes. Ma sœur a conservé son sourire professionnel, absolument parfait. Pourtant, j'ai vu ses ongles manucurés s'enfoncer si profondément dans son porte-documents en cuir, que ses phalanges en sont devenues toutes blanches. La réunion s'est terminée rapidement après cela, et le conseil a suspendu le projet d'expansion pour une durée indéterminée. 30 minutes plus tard, mon père m'a fait appeler dans son bureau privé. Il a fermé la lourde porte en chêne, s'est servi un verre d'eau, et m'a annoncé son intention de me nommer directrice générale dès l'année suivante. Je ne suis pas sortie en courant pour me vanter de cette promotion. En fait, l'impact que cela aurait sur ma sœur ne m'a même pas traversé l'esprit, sans parler de lui offrir une voie claire pour diriger l'entreprise à mes côtés. Plus tard dans la soirée, j'ai mentionné cette tension évidente à notre mère. Barbara a balayé le problème d'un simple geste de la main, écartant totalement mes inquiétudes. Elle a insisté sur le fait que la plus jeune s'en remettrait. Elle a même ajouté que, de toute façon, j'avais toujours été la plus forte, la fille capable de prendre les décisions difficiles. 2 soirs plus tard, nous dînions en famille chez nos parents, comme à notre habitude. Chelsea est arrivée avec une bouteille de vin hors de prix et un discours parfaitement répété. Debout dans la cuisine, pendant que le four préchauffait, elle m'a servi un verre et s'est excusée. Ma sœur m'a dit que j'avais sauvé l'entreprise d'une décision hâtive et émotionnelle, et elle m'a remercié d'être le pilier logique de la famille. J'ai accepté ses excuses sans la moindre réserve. Je l'ai cru, car ces mots s'intégraient parfaitement au récit que je voulais entendre, celui d'un monde pratique, où la logique finit toujours par résoudre les conflits émotionnels. Nous avons terminé le dîner, et cette soirée m'a semblé être un nouveau départ sain pour notre relation professionnelle. Mais, pendant que j'aidais ma mère à débarrasser les assiettes à dessert, Chelsea s'est éclipsée dans mon bureau, au bout du couloir. Je découvrirai, bien plus tard, qu'elle avait utilisé ces 10 minutes de calme pour télécharger une copie complète de notre calendrier d'entreprise partagé. Elle a également pris des photos de mon carnet d'adresses clients privés, une liste de contacts très précieux que j'étais la seule à gérer. Ma sœur avait fini de se battre pour obtenir de la reconnaissance en salle de réunion. Elle venait de se trouver un tout autre champ de bataille. 3 semaines plus tard, mon mari a reçu un premier message. Il provenait d'une femme qui utilisait mon nom. Ce premier texto est arrivé un mardi soir. Colin était assis sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone, quand une notification a illuminé son écran. Un numéro inconnu venait de lui envoyer une photo.
On m'y voyait debout, à côté d'un certain Yann Davenport, devant un grand restaurant chic du centre-ville. Yann était un riche client d'affaires, marié, père de 3 enfants, et il représentait un compte incroyablement important pour notre entreprise. L'image était bien réelle. Elle avait été prise après un immense dîner avec nos prestataires. Toutefois, le cadre avait été rogné de très près, dans le but d'effacer les 6 autres personnes qui se trouvaient sur le trottoir avec nous. Privée du contexte du groupe, la scène ressemblait à des adieux intimes de fin de soirée. Cette photo tronquée était accompagnée d'une série de captures d'écran. Celle-ci montrait des messages provenant d'un réseau social, sur un compte enregistré à mon nom. Les textes contenaient des formulations très spécifiques, reprenant exactement le vocabulaire professionnel et les formules de politesse que j'utilisais quotidiennement dans mes emails. La personne ayant orchestré ce mensonge ne s'était pas arrêtée à une simple photo. Un deuxième texto a délivré la copie numérisée d'une facture d'hôtel. Elle correspondait à un voyage de repérage que j'avais effectué 2 mois plus tôt. Or, mon calendrier d'entreprise partagé celui-là même que ma sœur avait téléchargé prouvait que Yann se trouvait, par hasard, dans cette même ville à ces dates précises. Le faux compte de messagerie a ensuite envoyé plusieurs textes romantiques à ce numéro inconnu. L'expéditeur utilisait un service téléphonique prépayé, rendant ainsi la trace numérique à la fois crédible et extrêmement difficile à remonter. Ce jeu de pistes virtuelles formait une ligne parfaite, absolument dévastatrice. Mon mari est entré dans la cuisine, et a posé son téléphone face vers le haut sur l'îlot central en granit. Il m'a posé une seule question, la voix tendue, totalement dépourvue de sa chaleur habituelle. Il voulait savoir si je couchais avec mon client. En baissant les yeux sur l'écran lumineux, j'ai vu un faux message parlant d'une clé de chambre d'hôtel. Une chaleur soudaine et intense m'a envahi la nuque. J'avais passé toute ma vie professionnelle à gérer des risques, à vérifier des contrats, et à exiger des preuves irréfutables avant de lancer la moindre accusation. Et là, l'homme que j'avais épousé 8 ans plus tôt était prêt à balancer notre vie entière, sur la simple base de quelques captures d'écran anonymes. Si tu crois déjà à ça, rien de ce que je pourrais dire ne suffira, lui ai-je répondu. Je n'ai pas saisi l'appareil pour vérifier le numéro de téléphone. Je ne lui ai pas demandé de m'envoyer les fichiers originaux, afin d'en inspecter les données cachées. Ma fierté me clouait les pieds au sol, et la colère troublait ma vision. Au lieu de démonter cette accusation de manière méthodique, j'ai tourné les talons. Je suis sortie de la cuisine, et je suis montée me coucher dans la chambre d'amis. Colin ne m'a pas suivi. Le silence qui a régné dans la maison cette nuit-là était pesant, mais il ne m'était pas inconnu. Nos fondations se fissuraient depuis bien longtemps. Au cours des 2 dernières années, mon mari s'était fréquemment plaint du fait que je traitais notre mariage comme un simple aléa opérationnel. Je réorganisais constamment son emploi du temps pour l'adapter à mes rendez-vous clients. Je répondais à sa place lors des dîners mondains, et je ramenais mon approche de management agressif jusque dans notre salle à manger. À peine 6 mois plus tôt, j'avais complètement oublié notre séance de thérapie de couple. La raison ? Un fleuriste avait livré les mauvais centres de table pour un gala de charité. Ces échecs ne prouvaient aucune infidélité, mais ils avaient fini par créer un gouffre émotionnel gigantesque. J'avais érigé un mur entre nous. Ces faux messages offraient tout simplement à Colin une explication toute trouvée pour justifier l'existence de ce mur. Il était prêt à croire que je menais une double vie, car il se sentait déjà complètement exclu de ma vie réelle. Le lendemain après-midi, on a sonné à la porte. Chelsea se tenait sur le perron, tenant 2 tasses de café, l'air profondément soucieuse. Elle est entrée immédiatement et m'a serré fort dans ses bras. Ma sœur sentait la vanille et le pressing de luxe. Elle me parlait d'une voix douce et apaisante, proposant de faire la médiation dans ce désastre grandissant. Assise à la table de la cuisine, Chelsea m'a gentiment demandé d'expliquer ce que Colin avait vu, en détail. Elle avait besoin de connaître la nature exacte des preuves, prétendant vouloir saisir l'ampleur totale de ce malentendu. J'ai tout déballé, dans les moindres détails. J'étais complètement inconsciente d'être en train de fournir, à l'architecte elle-même, un rapport d'avancement en temps réel de son propre projet de démolition. Plus tard dans la soirée, Chelsea s'est assise avec Colin sur la terrasse arrière.
Elle a joué le rôle du membre de la famille compatissant à la perfection. Lorsque Colin a évoqué ma réaction froide et dédaigneuse dans la cuisine, Chelsea a hoché lentement la tête. Elle lui a confié que j'avais toujours été distante et détachée, à chaque fois que quelqu'un me surprenait à commettre une erreur que je ne pouvais pas contrôler. Le véritable génie de ce piège m'est apparu le lendemain matin. Colin est arrivé dans le couloir, le visage pâle et épuisé, et m'a de nouveau tendu son téléphone. Un nouveau message était arrivé pendant la nuit, toujours depuis ce numéro anonyme. J'ai lu le texte, et mon estomac s'est littéralement noué. Le message contenait une phrase extrêmement spécifique, parlant de « trouver un port d'attache tranquille dans la tempête ». Ce n'était pas une banale déclaration romantique. J'avais écrit ces mots exacts dans un brouillon privé, destiné au renouvellement de nos vœux d'anniversaire. Ce document existait exclusivement sur notre ordinateur familial, et je ne l'avais envoyé par email qu'à une seule personne pour avoir son avis. Une réalisation glaciale m'a submergée, la personne qui construisait ce cauchemar avait un accès intime et immédiat à mes fichiers privés. Pourtant, au lieu d'y voir le coupable évident, qui s'asseyait juste à côté de moi lors des dîners de famille, mon esprit a sauté sur une fausse conclusion. J'ai immédiatement soupçonné Colin de me tendre un piège élaboré pour tester mon honnêteté. Ou bien, peut-être que Yann Davenport cachait une véritable liaison, et utilisait mon nom comme un bouclier bien pratique. Ce mensonge était d'une efficacité redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il tissait de vraies données dans une conclusion fabriquée de toutes pièces, mise à jour en continu par la personne même qui prétendait nous réconforter. Colin n'a pas attendu que je lui explique l'histoire du brouillon de mes vœux. Il a repris son téléphone de mes mains, et a sorti un bout de papier plié de la poche de sa chemise. Il m'a tendu ce document imprimé sans prononcer un seul mot. Il s'agissait d'un email transféré par Yann Davenport, adressé directement au conseil d'administration de Foster House Events. Yann y demandait officiellement que l'entreprise me retire de son dossier, avec effet immédiat. L'email transféré de Yann Davenport brillait sur l'écran de mon ordinateur portable. Le texte noir agressait mes yeux sur le fond blanc immaculé. Mes mains agrippaient le bord de l'îlot de cuisine avec une telle force que mes articulations commençaient à me faire mal. Yann ne confirmait pas explicitement de liaison dans son message. Cependant, sa plainte formelle stipulait que mon « scandale personnel » créait une distraction massive pour son prochain séminaire d'entreprise. Sa femme avait vu les faux textos, et par conséquent, il refusait catégoriquement de m'adresser la parole en direct. Une boule de glace s'est formée dans mon ventre. 2 heures plus tard, 2 autres gros clients ont mis leurs contrats annuels en attente, pour une durée indéterminée. Les dégâts se propageaient plus vite qu'un verre de vin rouge renversé sur une nappe blanche, et je n'avais absolument aucun moyen de les stopper. Mes parents m'ont convoqué au siège de l'entreprise dès le lendemain matin. Être assise en face de Thomas et Barbara me donnait l'impression d'affronter un conseil d'administration hostile, plutôt que les gens qui m'avaient élevé. La pièce sentait l'acajou ciré et le café froid. Ils n'ont pas suggéré d'embaucher un enquêteur privé spécialisé en informatique, et ils n'ont pas non plus demandé à consulter les textos eux-mêmes. Mon père s'est contenté de tapoter son stylo en or contre un sous-main en cuir. Puis, il s'est raclé la gorge, et m'a demandé de prendre un congé temporaire. Le but, selon ses mots, était de « protéger la marque ». Ma sœur était assise silencieusement au bout de la longue table, arborant une expression de parfaite compassion. Chelsea s'est penchée en avant, posant une main réconfortante sur son carnet, et m'a proposé de gérer mes comptes clients en attendant que la situation s'éclaircisse. En les regardant tous les trois, une amère prise de conscience a pesé lourdement sur ma poitrine. Cette famille ne se souciait que de l'image perçue par les clients. La vérité absolue des faits avait beaucoup moins d'importance que le maintien de notre réputation publique immaculée. J'ai quitté le bâtiment et j'ai conduit directement jusqu'au centre-ville. Mon cœur battait la chamade, tambourinant de façon frénétique contre mes côtes. La colère avait totalement pris le pas sur mon approche habituellement si disciplinée de la gestion de crise. Au lieu de consulter un avocat ou de prendre un instant pour respirer, j'ai fait irruption dans le hall d'accueil de l'entreprise de Yann Davenport, exigeant 10 minutes de son temps. Lorsqu'il est enfin sorti des ascenseurs en laiton, il avait l'air terrifié.
Je l'ai acculé près du bureau de la sécurité. Ma voix résonnait contre les murs en marbre, tranchante et inflexible, tandis que j'exigeais de savoir exactement qui avait envoyé ces captures d'écran à sa femme. Yann a couru pour se réfugier dans son bureau. Moins de 10 minutes plus tard, il appelait Foster House Events pour parler à sa nouvelle responsable de compte. Il a expliqué à Chelsea que je venais de lui tendre une embuscade et de menacer sa carrière. Ma sœur a compris sur le champ que je traquais activement la source de ces données. Le même après-midi, le numéro de téléphone prépayé, celui qui envoyait des messages à mon mari, a soudainement cessé de fonctionner. Le faux profil de messagerie a disparu d'Internet, sans laisser la moindre trace. Plus tard ce soir-là, en me connectant au serveur de l'entreprise depuis mon ordinateur personnel, j'ai remarqué que plusieurs emails cruciaux manquaient dans nos dossiers partagés. J'ai fixé ces répertoires numériques vides, finissant par comprendre ce que j'avais fait. Ma confrontation précipitée et chargée d'émotions avait agi comme une véritable sirène d'alarme. J'avais prévenu l'architecte de ce désastre, lui laissant le temps d'effacer toutes ses empreintes numériques avant que quiconque puisse les trouver. Colin a fait ses valises ce week-end-là. Nous nous tenions dans le couloir à l'étage, entourés de cartons marrons et de 8 années d'histoire commune. Il n'a pas crié, et il ne m'a pas traité de menteuse. Mon mari s'est contenté de fermer son sac en toile. Il m'a annoncé qu'il ne pouvait plus vivre dans une maison où chaque petite question mutait en une lutte acharnée pour savoir qui détenait la vérité absolue. Je refusais de confesser une liaison qui n'avait jamais existé, mais en regardant son visage épuisé, j'ai fini par admettre une autre réalité. J'avais passé des années à traiter notre mariage comme une contrainte logistique. Je prenais constamment le dessus sur ses décisions, et je l'avais effectivement exclu de mon quotidien. Nous nous sommes séparés cet après-midi-là, et le silence qu'il a laissé derrière lui était absolument assourdissant. Les mois ont passé, nous tirant inexorablement vers une ultime séance de médiation. Lors d'un mardi calme de janvier, je me suis assise à la table de ma salle à manger. Et là, j'ai écrit, à la main, une lettre de 5 pages destinée à Colin. Les 4 premières pages contenaient un inventaire brutal, mais honnête, de mes véritables défauts. J'y avouais mon besoin incessant de contrôle, mon obsession pour le travail, et cette froideur qui nous avait lentement éloignés l'un de l'autre. Mais la 5e page était différente. Sur cette ultime feuille de papier, j'expliquais explicitement que je croyais toujours que les preuves d'infidélité étaient fabriquées de toutes pièces. J'ajoutais que je refusais catégoriquement d'apposer mon nom sur une histoire de fiction, scénarisée par quelqu'un d'autre. J'ai précieusement conservé le document original signé en ma possession. Colin, lui, en a reçu une photocopie intégrale pendant le processus de médiation. Et, toujours désespéré de faire comprendre à ma famille sa version de notre rupture, il a emporté cette copie exacte chez mes parents la semaine suivante. Mon père et ma mère ont écouté ses explications dans leur salon. Au moment de partir, Colin a laissé l'épaisse pile de papier sur leur table basse en verre. D'après les horodatages du système de sécurité que j'allais découvrir bien plus tard, Chelsea se trouvait justement en visite cet après-midi-là. Pendant que les documents reposaient sans surveillance dans la maison silencieuse, ma sœur a discrètement scanné l'intégralité du document, avant de replacer la pile exactement là où Colin l'avait laissée. Elle s'était ainsi procuré les mots précis dont elle avait besoin, sans jamais avoir à voler la copie physique. Des mois plus tard, lors des préparatifs pour sa réception de mariage, Chelsea a imprimé une nouvelle version, ne contenant que les 4 premières pages. Elle s'est longuement entraînée à tenir la feuille d'une certaine façon, s'assurant que son pouce masque parfaitement la mention, page 4 sur 5, en bas de page. Le jour où mon divorce a été finalisé, Chelsea s'était accaparé mon bureau, mes clients, ainsi qu'une copie de chaque phrase que j'avais profondément honte d'avoir écrite. 3 mois après l'officialisation du divorce, j'ai signé un bail commercial. Il s'agissait d'un petit local situé dans un entrepôt en briques rénové, de l'autre côté de la ville. Ce bureau d'angle n'avait ni les vues panoramiques, ni le coûteux mobilier en acajou dont je profitais autrefois chez Foster House Events. Des grains de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, traversant l'unique fenêtre industrielle. Ma nouvelle entreprise se concentrait exclusivement sur la restauration de lieux d'événements historiques.
Ce métier exigeait de soulever des charges lourdes et de passer de longues heures en planification solitaire. J'avais échangé ma berline de luxe contre un break d'occasion vieux de 10 ans, fiable, afin de financer mes coûts de lancement. Reconstruire un portefeuille de clients en partant de zéro était épuisant. Pourtant, cette tranquille indépendance avait bien plus de saveur que n'importe quelle prime d'entreprise. L'empire familial continuait de tourner sans moi. Je passais mes journées à mesurer d'anciennes corniches et à éplucher des permis de construire municipaux. Un mardi après-midi pluvieux du mois d'août, un étrange email a contourné mon filtre anti-spam. L'expéditeur indiquait s'appeler Logan Price, un graphiste web freelance. Ma souris a survolé l'objet du message, il faisait référence à une facture impayée et à un projet d'interface de messagerie. Un clic sur le message a révélé 2 courts paragraphes, ainsi qu'un fichier image en pièces jointes. Logan me demandait si je savais exactement ce que Chelsea avait cherché à accomplir avec ce modèle de message personnalisé. Il précisait, au passage, que son dernier paiement avait 90 jours de retard. Un poids immense s'est abattu sur ma poitrine lorsque j'ai cliqué sur l'image. La pièce jointe affichait une capture d'écran haute résolution de son espace de travail. On y voyait une interface copiant à la perfection le faux profil de réseau social qui avait détruit mon mariage. Ma réaction immédiate fut une pure méfiance. Il pouvait facilement s'agir d'une tentative d'extorsion, ou d'un nouveau piège élaboré par mes anciens collègues. Au lieu de répondre à cet inconnu, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Dana Whittaker. Mon avocate spécialisée en droit civil possédait un esprit tranchant comme l'acier, et une profonde intolérance pour les décisions prises sous le coup de l'émotion. Dana m'a immédiatement ordonné de ne pas interagir directement avec Logan. Elle a elle-même organisé une téléconférence sécurisée et enregistrée pour le lendemain matin. Assise dans le bureau immaculé de Dana au centre-ville, écoutant le haut-parleur, nous avons enfin entendu le concepteur expliquer sa version du projet. Logan a déclaré que Chelsea l'avait engagé pour créer l'interface d'une application de chat réaliste, des avatars personnalisés, et un historique de conversation crédible. Elle lui avait présenté cela comme une campagne de test en marketing ciblé. Il n'avait réalisé la véritable nature de sa création que lorsque les commérages de l'industrie de l'événementiel local avaient fini par atteindre son réseau professionnel. Suivant les instructions strictes de Dana, le freelance a transféré l'intégralité du répertoire du projet via un portail crypté. L'avocate a ouvert le fichier de conception maître sur son grand écran, et nous avons observé le curseur se déplacer à travers les différentes couches de preuves numériques. Le document contenait un historique de versions détaillées, confirmant les dates exactes auxquelles les faux textos avaient été fabriqués. Ensuite, Dana a cliqué sur un panneau de commentaires cachés, exposant ainsi une série de notes éditoriales. L'un de ces commentaires m'a coupé le souffle. Le texte ordonnait au concepteur de rendre le ton plus proche de celui de Meghan. Il était accompagné d'un email transféré, contenant 3 véritables paragraphes que j'avais précédemment écrits à un prestataire. Chelsea avait activement fourni ma vraie correspondance comme matériel de formation, dans le but d'imiter ma voix professionnelle. Pour masquer la dépense, la facture finale soumise au service comptable de l'entreprise avait été faussement étiquetée comme un forfait d'animation pour invitation. Une vague de chaleur m'a irradié les épaules. Ma main s'est portée instinctivement vers mon téléphone. Mes doigts étaient prêts à composer le numéro personnel de ma sœur. Je voulais entendre la panique dans sa voix. Je voulais lui annoncer que je détenais les fichiers de conception, et exiger des aveux sur le champ. Une main froide s'est fermement refermée sur mon poignet. Dana m'observait par-dessus la table de conférence cirée, avec une expression d'une rigidité implacable. « Voulez-vous des réponses, ou voulez-vous des preuves ?» a demandé Dana, sa voix tombant dans un registre bas et terriblement sérieux. Cette question m'a glacé sur place. Mon avocate m'a rappelé que des soupçons n'étaient pas des preuves. Appeler ma sœur maintenant ne ferait que donner à l'architecte du complot une nouvelle opportunité d'effacer les données restantes. J'ai lentement éloigné ma main de l'appareil. J'ai fini par m'avouer que ma colère tentait encore de dicter mes actes. Maintenir la chaîne de traçabilité numérique parfaitement propre était bien plus important qu'un sentiment de triomphe passager.
Dana a reporté son attention sur le rapport d'expertise, fourni par son technicien informatique indépendant. L'analyse des métadonnées révélait un élément profondément troublant concernant les transferts de fichiers. Un téléchargement complet de l'historique final de la fausse discussion avait été exécuté depuis un appareil distant. Le nom d'enregistrement de la machine, répertorié sur le journal réseau, indiquait « Aaron Blake ». De plus, le dépôt de garantie initiale versé à Logan Price provenait d'une carte de crédit d'entreprise. L'expert a surligné les 4 derniers chiffres du compte. Il correspondait à une carte émise directement au nom du fiancé de ma sœur. J'ai fixé ces numéros sur l'écran, submergé par une nouvelle vague de confusion. Aaron était consultant en stratégie de marque, un homme qui m'avait toujours semblé poli, et totalement déconnecté des dynamiques toxiques de ma famille. Je n'avais aucune idée s'il était un complice actif de cet assassinat médiatique, ou simplement une autre victime manipulée en coulisses. Dana a fait pivoter le lourd ordinateur portable vers mon côté du bureau. Elle a tapoté l'écran lumineux avec son stylo. La machine qui a construit ce mensonge appartient à l'homme qu'elle va épouser dans 6 semaines, a conclu Dana. Dana n'a pas perdu une seconde après avoir découvert cette empreinte numérique liée au mariage imminent. Mon avocate a officiellement transmis une mise en demeure légale, exigeant la stricte conservation de toutes les communications électroniques, des sauvegardes de projets et des serveurs d'entreprise. Ce document a été envoyé à Chelsea, à Foster House Events, ainsi qu'à tous les fournisseurs de stockage de données concernés. La notification évitait de dévoiler l'intégralité de notre stratégie juridique. Elle se concentrait exclusivement sur l'énumération des catégories spécifiques de matériel numérique devant rester intactes. Pendant ce temps, Logan a signé une déclaration sous serment détaillé. Il a volontairement remis sa station de travail principale, afin que notre spécialiste puisse créer une copie bit à bit hautement sécurisée du disque dur. En travaillant aux côtés de notre expert, nous avons extrait les itinéraires de voyage d'Aaron, les journaux de son calendrier d'entreprise, ainsi que ses dossiers d'inscription à diverses conventions. Ces registres ont prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que mon futur beau-frère assistait physiquement à une conférence dans une autre région, aux dates exactes où plusieurs fichiers clés avaient été téléchargés et compilés. Ce calendrier ne l'absolvait pas complètement de toute responsabilité. En théorie, quelqu'un aurait pu utiliser du matériel laissé sans surveillance, ou exploiter des identifiants partagés. Cependant, cela augmentait considérablement la probabilité que ma sœur ait utilisé son équipement sans son consentement explicite. Même en connaissant les risques de lui adresser la parole, j'ai décidé que le marié méritait d'entendre la vérité avant de remonter l'allée. Un homme sur le point de lier sa vie à une menteuse chronique avait droit à un choix pleinement éclairé. Dissimuler ces données plus longtemps me donnait l'impression de participer à cette tromperie. Avant que je ne puisse contacter le futur marié, la pression familiale a débarqué dans mon bureau entrepôt, sous couvert de préoccupations médicales. Notre père avait récemment subi une légère alerte cardiaque. Barbara a donc traversé la ville pour me livrer un avertissement sévère. Assise de l'autre côté de mon petit bureau en bois, ma mère a exhorté ses 2 filles à cesser de causer des scandales publics pendant la convalescence de Thomas. J'ai refusé d'offrir une promesse inconditionnelle de silence. Au lieu de cela, j'ai tracé une limite ferme et inflexible. Je lui ai expliqué que je garderais cette enquête confidentielle à 2 conditions, que Chelsea ne lance aucune nouvelle attaque publique, et qu'Aaron reçoive les preuves documentaires dont il avait besoin. Barbara a secoué la tête, rejetant totalement mes conditions. Elle m'a accusé de chercher n'importe quel prétexte pour jeter une ombre sur le jour du mariage de sa fille préférée. Ma sœur a appris que le freelance avait coopéré avec notre équipe juridique bien plus vite que prévu. Prise de panique en réalisant que quelqu'un possédait encore les fichiers sources, Chelsea a soudainement transféré une importante somme d'argent sur le compte de Logan via une application mobile. En plus de cet argent inattendu, elle a exigé qu'il signe immédiatement une déclaration antidatée. Ce document devait affirmer que le « projet d'interface » n'était rien d'autre qu'une œuvre d'art graphique indépendante et entièrement fictive. Logan a transféré cette notification directement à Dana, quelques minutes seulement après sa réception. En lisant ce nouvel échange de messages, j'ai compris que ma sœur réalisait enfin qu'un témoin indépendant détenait les clés numériques de sa perte.
À seulement 24 heures du dîner de répétition, j'ai envoyé un bref texto à Aaron. Je lui demandais 10 minutes d'entretien privé avant le début des festivités du soir. J'ai gardé ce message totalement vague, évitant toute mention des dossiers légaux sur les réseaux cellulaires. Malheureusement, ma sœur surveillait de près les communications de son fiancé cette semaine-là. Chelsea a dû intercepter la notification, ou bien entendre Aaron mentionner ma requête, car elle est intervenue sur le champ. Elle a tissé un récit dramatique pour son marié, prétendant que je souffrais d'un nouvel épisode dépressif, motivé par l'amertume persistante de mon récent divorce. Aaron a poliment annulé notre rendez-vous par un court SMS. Il a suggéré, avec tact, que je pourrais lui envoyer les documents que je souhaitais après la fin des célébrations du week-end. Le soir même, un ancien employé loyal de l'entreprise familiale m'a contacté via une application de messagerie sécurisée. Il m'a fait suivre une copie numérique du planning officiel mis à jour pour la réception du mariage. En parcourant cette nouvelle chronologie, mes yeux se sont arrêtés sur un segment fraîchement inséré. Il était positionné juste avant la première danse. Chelsea y avait ajouté une intervention formelle, sous un titre à l'apparence douce et familière. Une certitude glaciale s'est installée dans mes os. Ma sœur avait réussi à se procurer une copie numérisée de ma lettre de divorce lors de sa visite chez nos parents des mois plus tôt, et elle comptait bien l'utiliser comme une arme en public. Je savais qu'entrer dans cette salle de bal m'exposerait à une humiliation immédiate. Mais rester à l'écart signifiait laisser ce mensonge s'imposer comme une vérité absolue. J'ai soigneusement rassemblé les 5 pages du document original, ainsi que le rapport légal exhaustif préparé par Dana, et je les ai glissés dans un classeur en cuir rigide. J'ai rangé ces dossiers dans mon sac, m'accrochant encore à l'espoir fragile qu'une conversation privée avec le marié permettrait d'éviter un désastre en public. Le silence qui a suivi le démenti du marié planait lourdement dans la grande salle de réception. Il oppressait les 200 invités, qui étaient venus s'attendre à un conte de fées et se retrouvaient pris au piège d'une exécution publique. Aaron restait immobile près des marches de l'autel, les yeux écarquillés et fixés sur la mariée. Chelsea le dévisageait en retour, la poitrine haletante sous ses couches de soie blanche. La perfection si bien orchestrée de son mariage venait de voler en éclats. Ma sœur luttait pour retrouver contenance, les mains tremblantes alors qu'elle s'agrippait toujours à son micro. « Tu m'avais dit que c'était juste une expérience de branding », a dit Chelsea. Sa voix se brisait alors qu'elle tentait de rejeter la faute sur l'homme qu'elle était à 2 doigts d'épouser. « Tu m'as aidé à concevoir toute la mise en page, Aaron. » Le marié a fait un nouveau pas envers l'arrière, s'éloignant physiquement de l'autel. Il a secoué la tête lentement, un profond froncement de sourcils creusant des rides sur son front. « Je ne t'ai jamais donné la permission d'utiliser ma carte de crédit professionnelle ou mon appareil personnel pour piéger qui que ce soit, » a répondu Aaron. Sa voix montait juste assez pour percer les murmures anxieux qui parcouraient les premiers rangs. Je n'ai pas attendu que la dispute dégénère davantage, ni que le personnel de l'hôtel ne panique. Quittant ma place près de l'allée, j'ai dépassé les arches florales pour me diriger directement vers la table d'honneur. Mon sac pesait lourd sur mon épaule, chargé des preuves tangibles que Dana avait rassemblées. J'ai ouvert le classeur en cuir, j'en ai sorti une épaisse enveloppe Kraft, et je l'ai posée sur la nappe en lin blanc, juste devant le marié. Voici la chronologie médico-légale complète, ai-je dit à Aaron, en gardant un ton absolument constant. L'attestation sous serment du développeur, les historiques de versions originaux, et les métadonnées retraçant chaque transfert de fichiers non autorisés, menant directement à ton matériel. Avant que la mariée ne puisse se jeter en avant pour arracher le paquet, Aaron a tendu les bras et s'est emparé de l'enveloppe. Il ne l'a pas ouverte sur le champ devant la foule, mais il a serré le carton épais comme on s'accroche à une bouée de sauvetage. Notre mère a finalement réagi au chaos qui se déroulait sous les lustres en cristal. Barbara a descendu l'allée centrale à toute allure. Le visage rougi par l'humiliation, elle m'a agrippé le bras avec une force surprenante. « Sors d'ici, Megan », a sifflé Barbara, la voix tremblante de rage. « Tu as ruiné la vie de ta sœur, exactement comme tu l'as toujours voulu. Dégage, avant que je ne demande à la sécurité de te jeter à la rue. » Notre père se tenait près du bord de la Seine, paraissant 20 ans de plus que son âge réel.
Thomas a levé une main tremblante vers le chef d'orchestre. Il lui faisait des signes frénétiques pour que les musiciens jouent quelque chose n'importe quoi dans l'espoir de noyer le désastre. Ce n'est pas moi qui ai ruiné ce mariage, ai-je répondu doucement, en dégageant mon bras de la poigne de ma mère, sans élever la voix. C'est elle qui a choisi de bâtir un mariage sur des faux documents et des usurpations d'identité. Je lui ai simplement demandé pourquoi elle avait sauté la dernière page. Aaron a levé les yeux de l'enveloppe Kraft. Son expression s'était durcie en une clarté absolue. Il s'est tourné vers la femme qui se tenait à ses côtés dans sa robe en soie sur mesure. C'est terminé, a dit Aaron à la mariée, chaque mot tombant comme une pierre dans l'espace silencieux qui les séparait. Le mariage est annulé. La panique a fini par briser la façade lisse de ma sœur. Chelsea a lâché le micro. Celui-ci a émis un long crissement strident à travers les enceintes en percutant le parquet ciré. Elle a tendu la main pour agripper la manche de son fiancé, la voix devenant aiguë et désespérée. « Tu ne peux pas me faire ça », a hurlé Chelsea, des larmes coulant enfin sur son mascara soigneusement appliqué. « Tout le monde nous regarde. Tu dois me croire, c'est elle qui a tout orchestré, juste pour détruire mon bonheur. » Aaron a repoussé son bras d'un coup sec et décisif. Il a refusé de prêter attention à ses larmes, se concentrant plutôt sur la réalité dévastatrice de ce que représentaient ces documents. « Personne ne croira jamais que tu n'étais pas au courant, » a crié Chelsea, la voix résonnant contre le plafond voûté, alors qu'un désespoir absolu prenait le pas sur sa raison. « Ton nom est partout. Sur la carte, l'ordinateur, les relevés des prestataires. Personne ne croira que tu ne savais rien. » Les invités autour de nous ont poussé des cris de stupeur. Chelsea s'est figée, réalisant enfin ce qu'elle venait d'admettre. Le nom d'Aaron ne l'avait jamais protégé, il lui offrait simplement un parfait coupable de remplacement. Le marié l'a fixé avec un regard d'une pure répulsion. Il venait de comprendre qu'il n'avait été rien d'autre qu'une police d'assurance pour une entreprise criminelle. Sans ajouter un mot, Aaron a tourné le dos à l'hôtel. Il a descendu les escaliers latéraux vers les portes de sortie, serrant l'enveloppe Kraft contre sa poitrine. Le chaos a éclaté dans la salle de réception. Les chaises ont raclé le sol vers l'arrière. Les invités se sont bousculés pour récupérer leurs manteaux, impatients d'échapper aux retombées toxiques de la famille Foster. Chelsea est restée seule sous l'éclat des projecteurs, sa magnifique robe s'étalant à ses pieds comme de la neige fondante. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, le visage déformé par une haine pure. « C'est toi qui as planifié tout ça », a hurlé Chelsea, sa voix se brisant en un sanglot rauque. « Tu as détruit mon mariage. Tu as tout détruit. » J'ai posé une simple question, ai-je répondu, en me détournant des ruines de l'estrade. Et tu y as répondu par un nouveau mensonge. J'ai marché d'un pas régulier vers la grande sortie, laissant ma famille derrière moi, enfermée dans la coquille vide de sa propre fabrication. En poussant les lourdes portes en verre pour retrouver la fraîcheur de l'air automnal, j'ai trouvé Dana. Elle était adossée à l'aile de sa berline, garée près du voiturier. Mon avocate m'a regardé approcher, son expression illisible sous les faibles lumières du parking. « Est-ce qu'il a pris le dossier ?» a demandé Dana, en m'ouvrant la portière passager. « Il l'a pris », ai-je répondu, en me glissant sur le siège avant. Je sentais la tension accumulée au cours de la dernière année commencer à s'évaporer de mes épaules. Il sait tout maintenant. Dana s'est glissée derrière le volant et a démarré le moteur. Elle s'est éloignée en douceur de l'hôtel de luxe, avant même que les journalistes ou les invités curieux ne puissent s'attrouper à l'extérieur. En conduisant dans les rues tranquilles de la ville, une chaleur étrange et inconnue s'est répandue dans ma poitrine. Pour la première fois depuis l'effondrement de mon mariage, je me suis autorisée à ressentir un calme sentiment de victoire. Mais mon avocate gardait les yeux fixés sur la route devant elle. Elle m'a offert un rappel brutal, cette humiliation publique devant l'autel n'était que le premier chapitre. « Profitez du silence ce soir, » a dit Dana, en passant une vitesse à un feu rouge. Car demain matin, elle réalisera qu'elle n'a plus nulle part où se cacher. Et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à détruire tout le monde autour d'elle pour sauver sa propre peau. Nous avons roulé vers mon modeste bureau entrepôt dans un silence absolu, les lumières de la ville défilant à toute allure par la fenêtre.
Je me préparais mentalement aux batailles juridiques qui se profilaient à l'horizon. Les pistes numériques étaient sécurisées, les preuves physiques étaient sous clé, et sa première ligne de défense s'était complètement effondrée sous le poids de sa propre tromperie. Mon téléphone a vibré contre le siège en cuir, juste au moment où nous nous engagions dans l'allée en gravier, derrière l'entrepôt reconverti. En sortant l'appareil de mon sac, j'ai vu une notification de texte provenant d'un numéro inconnu. En ouvrant l'application de messagerie cryptée, j'ai découvert un bref message. Il avait été envoyé directement sur la ligne de transfert de mon avocate. Le texte provenait de Logan Price, le concepteur numérique qui avait créé l'interface falsifiée des mois auparavant. Les mots sur l'écran ont confirmé mes pires soupçons sur jusqu'où ma sœur était prête à aller pour enterrer ses erreurs. Le freelance indiquait que Chelsea venait de le contacter en direct, moins de 20 minutes après avoir fui le lieu de son mariage. Elle lui offrait 50 000 € en espèces, à condition qu'il signe une déclaration sous serment affirmant que c'était moi qui l'avais initialement engagé pour créer ces faux profils de liaison. J'ai tendu le téléphone par-dessus la console centrale à Dana, sans prononcer un mot. Mon avocate a lu l'écran lumineux dans l'obscurité de la voiture, un sourire sinistre étirant les coins de sa bouche. Le jeu venait de passer d'un simple conflit familial civil à quelque chose de bien plus sombre. Ma sœur venait de se jeter la tête la première dans notre ultime piège, en tentant de suborner un témoin. Dana a ordonné à Logan de garder son calme et d'éviter de prendre le moindre risque inutile. Elle s'est assurée que chaque instruction respectait strictement les limites du protocole légal. En étroite coordination avec notre équipe technique, le concepteur a réussi à sauvegarder le flux de communication frénétique, où Chelsea offrait ses 50 000 € en liquide pour obtenir de faux aveux. Ma sœur le suppliait de supprimer tous les fichiers de projet restants, de remettre son ordinateur principal, et de quitter la région immédiatement, avant qu'une assignation à comparaître officielle n'arrive sur le pas de sa porte. Logan a enregistré chaque échange via des canaux sécurisés et surveillés, tout en refusant catégoriquement ce pot de vin. L'opération de dissimulation a pris de l'ampleur le lendemain matin. Chelsea a fait transiter de l'argent par le biais d'un fournisseur écran, et a créé une facture antidatée me désignant comme la commanditaire de ce faux projet de messagerie. Ensuite, elle a ordonné à Tara Mills, une employée subalterne chez Foster House Events, de supprimer un ancien répertoire de projets sous prétexte de maintenance de routine. Tara savait pertinemment que l'entreprise avait déjà reçu l'avis de conservation de Dana. Au lieu d'obéir à cet ordre, elle a contacté le président indépendant du conseil d'administration. Elle a sauvegardé l'email dans lequel Chelsea prétendait, à tort, que notre père avait verbalement approuvé cette suppression. Lorsque Thomas a nié avoir donné une telle instruction, mes parents ont finalement compris, Chelsea était prête à utiliser son nom à lui, exactement comme elle l'avait fait avec la carte de crédit et l'ordinateur d'Aaron. Plus tard, Chelsea a détruit son ancien téléphone professionnel et a tenté de fermer plusieurs comptes cloud. Mais les preuves ne dépendaient plus de l'appareil qu'elle tenait entre ses mains. Des copies vérifiées existaient déjà sur le système de sauvegarde de l'entreprise, sur la station de travail préservée de Logan, et sur l'image légale créée par l'expert technique de Dana. Détruire son téléphone n'avait pas effacé les preuves, cela avait simplement ajouté une tentative documentée supplémentaire de les dissimuler. Alors que l'enquête interne de l'entreprise se resserrait autour d'elle, mes parents ont fait une dernière tentative désespérée pour sauver le nom de la famille d'une ruine totale. Thomas et Barbara ont conduit jusqu'à mon bureau par un froid mardi après-midi. Ils portaient le lourd fardeau de leur santé déclinante et de décennies de déni profondément enraciné. Mon père m'a offert un règlement financier substantiel. Il a promis de racheter mes parts restantes dans l'entreprise familiale à leur pleine valeur marchande. En échange, il exigeait que je reprenne mon ancien bureau de direction. Il m'a exhorté à laisser la famille s'occuper de Chelsea par des voies privées. Il espérait qu'une mesure disciplinaire interne et discrète résoudrait la crise, avant que les forces de l'ordre ne s'en mêlent de manière permanente. Barbara s'est jointe à cette supplique, m'avertissant qu'une condamnation pénale détruirait complètement l'avenir de sa fille. C'est ta sœur, Megan, a plaidé Barbara, sa voix se brisant alors qu'elle s'agrippait au bord de mon bureau en bois. Tu ne peux pas les laisser la mettre en prison. J'ai balayé du regard cette petite pièce,
observant les deux personnes qui avaient passé toute ma vie à récompenser la tromperie, tout en exigeant de moi une endurance absolue. J'ai reconnu qu'une partie de moi avait désespérément souhaité que ma sœur ressente une véritable peur. Je voulais qu'elle vive l'incertitude terrifiante de voir son monde, si soigneusement construit, s'effondrer. Mais en regardant les documents frauduleux rangés dans mon dossier juridique, j'ai secoué la tête. J'ai tranquillement refusé de signer le moindre accord qui ferait passer cette machination pour un simple malentendu. Le tournant décisif a eu lieu tard ce soir-là, lorsque Tara Mills a franchi la porte de notre cabinet d'avocat en centre-ville, portant elle-même une épaisse chemise cartonnée. La jeune employée nous a remis le ticket d'accès numérique, affichant l'horodatage exact de la commande de suppression du serveur. Il était accompagné d'une copie sauvegardée de l'email trompeur, où Chelsea invoquait explicitement le nom de notre père pour forcer l'obéissance. Plus important encore, Tara apportait le répertoire de sauvegarde complet et non modifié, qu'elle avait réussi à préserver en respectant les bonnes procédures de conformité de l'entreprise. En lisant ces preuves fraîchement compilées, le président indépendant du conseil d'administration a pris une décision exécutive définitive. Il a refermé son portfolio en cuir, a regardé mon père droit dans les yeux, et a déclaré que cette affaire avait depuis longtemps dépassé les frontières d'un simple désaccord familial privé. L'équipe dirigeante a officiellement autorisé la transmission du dossier d'enquête complet au parquet. Il voulait s'assurer que les empreintes numériques, les dossiers financiers falsifiés et les accusations d'entrave à la justice seraient évalués par les autorités judiciaires compétentes, sans la moindre interférence corporative supplémentaire. Au cours des 3 mois suivants, le conseil d'administration indépendant a mené une enquête formelle. Elle s'est déroulée sans le moindre chaos propre au mariage, mais avec tout le poids que Chelsea avait tant essayé de fuir. Il n'y a eu aucun invité hurlant, aucun micro tombant au sol, et aucune accusation théâtrale. Il n'y a eu que des salles de conférence, des dossiers de preuves scellés, des entretiens enregistrés, et la lente accumulation des faits. Logan a été interrogé en premier. Il a apporté les fichiers originaux du projet, la facture impayée, l'historique des versions, et les messages dans lesquels Chelsea lui ordonnait de faire en sorte que les fausses conversations me ressemblent davantage. Tara a suivi, présentant la demande de suppression, l'email affirmant faussement l'approbation de notre père, et le répertoire de sauvegarde qu'elle avait préservé après réception de la mise en demeure. Le service comptable a produit les relevés de paiement. Il démontrait que les fonds de l'entreprise avaient transité par un compte fournisseur, directement lié au projet d'interface falsifié. Aaron a coopéré sans la moindre hésitation. Il a remis son ordinateur portable, ses relevés de carte de crédit, ses itinéraires de voyage, ses dossiers d'inscription à la conférence et ses registres d'accès à l'hôtel. L'examen informatique a confirmé qu'il se trouvait dans une autre région au moment où plusieurs des fichiers centraux avaient été créés et transférés. Son appareil avait été utilisé, et sa carte d'entreprise avait été débitée, mais la chronologie le disculpait de toute implication active. Chelsea ne lui avait pas confié la vérité, elle n'avait fait confiance qu'à son nom pour absorber le blâme au cas où la machination serait découverte. Je n'ai assisté à aucun des entretiens. Dana m'avait conseillé de rester en dehors du processus, à moins que le conseil d'administration ne réclame mon témoignage. Elle savait à quel point il serait facile pour Chelsea de m'accuser de diriger l'enquête par soif de vengeance. Pour une fois, je l'ai écoutée. J'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes, sans essayer de contrôler l'ordre dans lequel chacun les entendrait. En janvier, le Conseil avait rendu ses conclusions. Le contrat de travail de Chelsea a été résilié pour détournement de fonds de l'entreprise, falsification de documents, interférence dans une enquête interne, et comportement ayant exposé Foster House Events à de graves risques financiers et juridiques. Ses primes de direction non acquises ont été révoquées. Elle a été sommée de rembourser les dépenses non autorisées, facturées via ses faux comptes fournisseurs. L'entreprise a également publié un rectificatif officiel à l'attention de ses anciens clients, de ses employés et de ses partenaires commerciaux. Ce document confirmait que les allégations portées contre moi avaient été fabriquées de toutes pièces, et que je n'avais jamais commis la moindre faute professionnelle. Cette déclaration ne m'a pas rendu l'année que j'avais perdue. Pourtant, voir mon nom imprimé à côté du mot « disculpé » m'a touché bien plus profondément que je ne l'aurais cru.
Colin a lu cette correction lui aussi. Il m'a envoyé un bref message pour me demander si j'étais prête à le rencontrer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma réhabilitation m'avait rendu la vérité, mais elle n'avait pas réparé la confiance que nous avions, tous les deux, laissé s'effondrer. Une fois que le conseil d'administration eut terminé son rapport interne, Dana a déposé mes plaintes au civil pour diffamation, ingérence dans les relations d'affaires et perte de revenus. Elle a recensé les clients qui avaient suspendu leur contrat, le salaire et les avantages que j'avais perdus, ainsi que le préjudice financier causé par mon éviction forcée de l'entreprise. L'affaire pénale a suivi son propre cours. Le parquet a examiné les fausses factures, les messages de subornation de témoins, l'ordre de suppression du serveur, l'usurpation de l'identité d'Aaron et la destruction de preuves après réception d'un avis formel de conservation. Chaque élément provenait d'une source différente, Logan possédait les fichiers du projet, Tara détenait les instructions de suppression, Aaron avait les registres de l'appareil et de voyage, et l'équipe comptable avait la piste financière. Rien de tout cela ne reposait uniquement sur ma parole. Et cela faisait toute la différence. Pendant la majeure partie de l'année précédente, Chelsea avait survécu en faisant passer chaque accusation pour une querelle entre deux sœurs amères. L'enquête a anéanti cette défense, trop de registres indépendants pointaient tous dans la même direction. Fin février, son avocat a compris ce qu'il attendait. Un procès public exposerait toute l'histoire, la fausse liaison, l'argent de l'entreprise, la tentative de piéger Aaron et les efforts pour acheter le silence de Logan. Cela l'exposerait également à des accusations bien plus graves si un jury venait à considérer que cette dissimulation relevait d'une intention criminelle délibérée. Plutôt que de parier sur un procès qu'elle n'avait aucune chance de gagner, Chelsea a autorisé son avocat à entamer des négociations pour un accord de plaidé coupable anticipé. Lorsque Dana me l'a annoncé, je m'attendais à me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais épuisée. Le mariage avait été le moment où le masque de Chelsea s'était fissuré. Les mois qui ont suivi ont prouvé quelque chose de plus difficile, et de bien plus important, on lui avait donné chance après chance de s'arrêter, de dire la vérité et d'assumer ses responsabilités. À chaque fois, elle a fait le choix d'un nouveau mensonge. L'accord négocié exigeait de Chelsea qu'elle plaide coupable des chefs d'accusation les plus solidement documentés, falsification de documents commerciaux, usurpation d'identité non autorisée, détournement de fonds de l'entreprise et destruction de preuves après mise en demeure. Même en acceptant les termes de ce plaidoyer, son équipe juridique a tenté d'y glisser une ultime clause de justification. Il voulait m'accuser d'avoir créé un environnement de travail hostile, qui l'aurait prétendument poussé à se venger. Dana m'a tendu le projet d'accord dans notre bureau, pointant du doigt ces paragraphes accusateurs. J'ai catégoriquement refusé de signer, ou d'autoriser tout document contenant un faux récit qui me ferait porter une quelconque part de responsabilité dans ces falsifications. Dans le même temps, j'ai refusé d'exiger une peine plus lourde par pure vengeance. J'ai simplement laissé le cadre juridique convenu aller de l'avant, sans aucune interférence de ma part. Barbara est arrivée à mon entrepôt par un après-midi glacial. Elle apportait une lettre de clémence lourdement rédigée, demandant une réduction de peine au juge. Ma mère a posé le document sur mon bureau en bois avec des mains tremblantes. Elle m'a supplié de le signer avant la prochaine date d'audience. Elle ne survivra pas à une peine de prison, Megan, a supplié Barbara, des larmes coulant par-dessus les bords de ses lunettes. Tu es la seule personne capable d'éviter la prison à ta sœur. J'ai regardé à travers la pièce cette femme qui avait passé des décennies à m'exhorter à absorber toutes les crises familiales en silence. As-tu un jour demandé à Colin de me laisser une chance, avant qu'il ne demande le divorce, ai-je interrogé, ma voix tombant dans un registre calme et constant. As-tu un jour demandé au conseil d'administration d'épargner ma carrière, avant que vous ne me mettiez à la porte de l'entreprise? Ma mère est restée dans un silence absolu, incapable de formuler un seul mot pour sa défense. Je n'ai pas signé sa pétition. Cependant, j'ai également refusé de soumettre une déclaration supplémentaire pour réclamer la peine maximale. J'ai laissé l'issue finale entièrement entre les mains du système judiciaire, gardant mes distances avec les appels émotionnels d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment protégée lorsque les mensonges avaient commencé. L'air matinal de mai portait un froid vif et inflexible à travers les hautes fenêtres du palais de justice.
Mais à l'intérieur de la salle d'audience bondée, l'atmosphère semblait lourde et totalement dépourvue d'oxygène. J'étais assise sur le banc en bois de la 3e rangée, mes doigts reposant calmement sur la lanière en cuir de mon sac. Pendant ce temps, le juge examinait les derniers documents soumis par les 2 avocats. Des mois d'enquêtes acharnées, de sauvegardes numériques vérifiées et de douloureuses confrontations familiales s'étaient finalement condensées dans cette seule et unique pièce silencieuse. Chelsea se tenait à côté de son avocat de la défense près du premier rang. Elle portait un tailleur gris uni, totalement dépourvu de cette élégance naturelle qu'elle avait l'habitude d'afficher lors de nos événements familiaux. Sa posture était rigide. Ses yeux restaient fixés sur la surface en acajou poli de la table de la défense, refusant de se tourner vers la galerie où nos parents étaient assis, dans un silence de marbre. Le président du tribunal a ajusté ses lunettes, s'est raclé la gorge et s'est adressé formellement à la cour concernant l'accord de plaider coupable déposé plus tôt au printemps. Suite à des mois d'examen minutieux par le parquet, ma sœur avait officiellement plaidé coupable pour les chefs d'accusation les plus documentés retenus contre elle. Elle acceptait ainsi l'entière responsabilité de falsification de documents commerciaux, de détournement de fonds de l'entreprise, d'utilisation d'identités numériques non autorisées pour commettre une fraude, et de destruction délibérée de preuves préservées après réception d'une mise en demeure légale. Le cadre légal était précis et définitif. Il permettait d'éviter le spectacle chaotique d'un procès public complet, tout en garantissant une responsabilité absolue. Le juge a condamné Chelsea à 12 mois de détention dans un établissement pénitentiaire de sécurité minimale. Cette peine était assortie de 3 ans de mise à l'épreuve sous surveillance, d'heures de travaux d'intérêt général obligatoires, et d'ordonnances de restitution financière strictes, destinées à rembourser les fonds qu'elle avait détournés des comptes de l'entreprise. Il n'y a eu aucun applaudissement théâtral dans la salle d'audience, ni aucune explosion soudaine de victoire écrasante. La justice est arrivée discrètement, vêtue des habits sobres de la réalité procédurale. Avant que l'huissier ne l'escorte par les portes latérales vers les cellules de détention, ma sœur a légèrement tourné la tête. Elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux s'ancrent dans les miens. Son expression portait un poids amer et épuisé. « Tu as eu ce que tu voulais ?» a chuchoté Chelsea, sa voix traversant à peine la séparation en bois. « Tout le monde me déteste maintenant. » Je ne me suis pas levée de mon banc, et je n'ai pas laissé ma posture vaciller face à cet ultime appel émotionnel. Je voulais récupérer mon nom, Chelsea, ai-je répondu, en gardant un ton mesuré et totalement dépourvu de méchanceté. C'est toi qui as fait des choix qui t'ont coûté le tien. Elle a entrouvert les lèvres comme pour offrir une dernière justification. Peut-être voulait-elle me demander, une fois de plus, pourquoi j'avais refusé de signer sa demande de clémence. Mais l'huissier a gentiment posé une main sur son épaule et l'a guidé dans le couloir moquetté. La lourde porte métallique s'est refermée derrière eux avec un clic creux et définitif. Ce bruit a résonné dans toute la salle d'audience. Les conséquences en cascade de ces choix ont redessiné ce qu'il restait du paysage de notre famille. Dans les jours qui ont suivi la condamnation, Aaron a officiellement rompu les fiançailles. Il s'est assuré que son avocat boucle toutes les formalités restantes, afin de rompre définitivement toute responsabilité partagée ou toute association persistante avec les actes de ma sœur. Il ne m'a plus jamais contacté. Il a préféré rebâtir discrètement sa réputation professionnelle, bien loin des vestiges toxiques de notre cercle social. Et ce, bien que les lettres d'exonération officielles fournies par notre équipe juridique aient garanti que sa carrière reste pleinement protégée des dommages collatéraux. Colin a poursuivi sa propre route. Il a tranquillement consacré son temps à ses projets de conseil privé, tout en gardant une distance respectueuse avec ma nouvelle vie. Nous avons échangé un bref et poli email des mois plus tard, actant la fermeture définitive de notre passé commun. Mais ni l'un ni l'autre n'a entretenu l'illusion que le temps pourrait réparer ce qui avait été brisé. Mon père a choisi de se retirer de son rôle exécutif actif chez Foster House Events beaucoup plus tôt que ce qu'il avait prévu. Il était épuisé par cette succession de scandales, et par la lourde réalisation de son propre favoritisme tout au long de sa vie. Le conseil d'administration a réagi rapidement pour nommer un président-directeur général externe, en dehors de la famille.
Il voulait s'assurer que l'entreprise serait gérée selon des normes professionnelles, plutôt que par loyautés émotionnelles. Barbara et moi avons maintenu une forme de communication polie, mais extrêmement restreinte. Ma mère m'appelait de temps en temps le dimanche après-midi. Elle me parlait d'un ton prudent de la météo ou de son club de jardinage. Mais jamais plus elle n'a tenté de glisser la mauvaise conduite de la famille sous le tapis. Jamais plus elle n'a exigé que je sacrifie mes propres limites pour maintenir la paix. Je répondais à ses appels avec une courtoisie calme. Cependant, j'avais fermement établi que je ne reprendrais plus jamais le rôle de la gardienne de maison, celle qui nettoyait les désastres des autres. Quelques semaines après la clôture de la procédure de condamnation, Thomas m'a envoyé une lettre officielle par l'intermédiaire de son avocat d'affaires. Il m'offrait de me réintégrer en tant que directrice principale des opérations de Foster House Events. Cette offre s'accompagnait d'un important capital d'action et d'un contrôle administratif total. Cette invitation représentait tout ce que j'avais cru, autrefois, être mon droit de naissance ultime au sein de l'entreprise familiale. Assise à mon bureau, dans mon tranquille entrepôt en briques à l'autre bout de la ville, j'ai lu cette proposition officielle 2 fois, avant de la poser à côté de mon ordinateur. J'ai poliment décliné l'offre par une réponse formelle, rédigée par Dana. Retourner dans cet empire corporatiste signifierait remettre les pieds dans un système qui m'avait obligé à prouver mon innocence, tout en protégeant activement la personne qui fabriquait ces mensonges. Je préférais de loin le plancher poussiéreux, les fenêtres industrielles, et le lourd travail physique de restauration des propriétés historiques. Des propriétés qui, elles, possédaient une véritable intégrité structurelle. Mon studio indépendant a décroché son premier gros contrat de restauration commerciale au printemps. Je l'avais obtenu entièrement grâce à des appels d'offres compétitifs et à un savoir-faire méticuleux, plutôt que par des privilèges hérités ou des soutiens financiers cachés. Le travail était exigeant, salissant, mais profondément gratifiant. Il me permettait de construire quelque chose de durable de mes propres mains, et sur la base de ma propre réputation vérifiée. En juillet, exactement 1 an après le début du cauchemar, j'ai déverrouillé la lourde armoire métallique dans le coin de mon bureau. Je devais signer les documents finaux du règlement financier, clôturant ainsi le litige civil. Reposant tout au fond du tiroir supérieur, se trouvait le document original de 5 pages, que j'avais écrit lors de la médiation finale avec Colin, il y a de nombreux mois. Sortant ces lourds papiers à la lumière de l'après-midi, j'ai lentement feuilleté les pages. Les 4 premières contenaient encore chaque confession brutale et sans filtre de mes propres erreurs conjugales. Elles détaillaient mon obsession implacable pour le contrôle, ma distance émotionnelle, et les hauts murs que j'avais inconsciemment érigés autour de notre foyer. Ces aveux étaient entièrement réels. En les regardant, je n'éprouvais plus aucune honte, mais plutôt un profond sentiment de conscience de moi-même. Puis, mes yeux sont tombés sur la dernière feuille de papier. La 5e page contenait toujours le résumé médico-légal, les journaux de métadonnées vérifiés, et la preuve numérique froide de la machination que ma sœur avait bâtie pour effacer mon identité. Je n'ai pas craqué d'allumettes pour brûler ces papiers, et je ne les ai pas non plus déchirés en confettis pour célébrer un triomphe creux. Ce document n'était plus une arme de représailles. Il n'était plus non plus un bouclier contre des accusations infondées. Il était simplement devenu un morceau d'histoire. C'était l'archive enregistrée d'un chapitre qui m'avait enseigné le coût exact de la loyauté mal placée, ainsi que la valeur irremplaçable de la vérité absolue. Alignant soigneusement les bords des pages, j'ai glissé le document dans sa chemise cartonnée protectrice, et j'ai refermé la porte de l'armoire avec un clic ferme et satisfaisant. J'ai attrapé mon portfolio en cuir, vérifié ma montre, et passé la porte d'entrée pour retrouver le nouveau consultant en architecture qui m'attendait en bas. J'ai marché directement dans la lumière éclatante de l'après-midi, sans jamais regarder en arrière. Lorsque vous passez votre vie entière à construire une forteresse pour les autres, vous oubliez souvent de vérifier si les fondations sous vos propres pieds sont solides. La véritable force ne se trouve jamais dans la quantité de chaos que vous pouvez absorber en silence. Elle ne se trouve pas non plus dans le nombre de désastres que vous pouvez nettoyer, derrière des personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Protéger sa propre paix exige une clarté absolue, des limites fermes, et le courage de refuser de porter le poids d'erreurs que l'on n'a jamais commises.
Aucun titre familial ni aucune histoire commune ne devrait jamais vous coûter votre vérité, ou exiger que vous sacrifiez votre identité pour préserver une illusion confortable. Avez-vous déjà gardé le silence pour préserver la paix, pour réaliser au final que ce silence vous détruisait de l'intérieur ?